Hello et bienvenue dans After School, le podcast qui explore la vie étudiante sous toutes ses facettes. Moi, c'est Rocha et aujourd'hui, on parle de la vie lycéenne et de comment mieux la vivre au quotidien. Alors, je vais vous proposer qu'on commence par un petit peu de contexte. Je vous explique un petit peu par quoi je suis passé et vous donner quelques éléments de mon histoire personnelle. Alors, pour vous faire un petit topo bref sur le lycéen que j'étais et surtout sur mon entrée au lycée, il faut savoir que j'ai pas du tout intégré mon lycée de secteur, c'est-à-dire le lycée qui était affilié à mon adresse, c'est-à-dire là où j'habitais à l'époque. Et j'ai fait ce choix pour plusieurs raisons. La première, c'était la réputation du lycée. Ensuite, il y avait des options qui étaient disponibles que dans le lycée qui n'était pas celui de mon secteur, donc que dans le lycée dans lequel je voulais aller. Donc c'était les deux raisons principales. Donc la première, la réputation, et la deuxième, le choix des options. Alors concernant mon niveau en tant qu'élève, alors je vais pas mentir, j'étais un assez bon élève, j'ai pu décrocher le brevet en 3e avec une mention très bien, mais ça n'empêchait pas que je redoutais quand même la prochaine épreuve nationale, qui était le baccalauréat. Alors si vous voulez en savoir plus sur le baccalauréat, et sur cette épreuve, et surtout comment s'y préparer au mieux, je vous renvoie vers le premier épisode du podcast. Et donc là, on est arrivé en fin de 3e et surtout en début de seconde, à la rentrée de seconde. Et là, l'arrivée au lycée, pour moi, c'est le choc, car je ne connaissais quasiment personne, vu que ce n'était pas mon lycée de secteur. Et on ajoute à ça qu'il y a de nouvelles matières, des nouveaux profs, un nouvel établissement, toute une nouvelle atmosphère, une nouvelle ambiance, à laquelle il faut s'acclimater le très rapidement possible. Et dans ma tête, c'est le boxon, c'est le souk de Marrakech dans ma tête, c'est le bazar. Et je suis complètement perdu, je suis en dissonance complète avec ce qui m'entoure, et surtout qu'à l'époque, ma tolérance au changement était extrêmement faible, pour pas dire relativement nulle, voire elle approchait du néant. Et donc pendant plusieurs semaines, j'ai essayé de m'habituer, mais dès la rentrée, on te parle du bac, on te parle de l'importance du lycée, que ton avenir se joue d'ores et déjà, enfin surtout ton avenir post-bac se joue d'ores et déjà dès la seconde, et donc c'est là que la hâte, l'excitation de la rentrée, c'est là que la hâte, l'excitation des débuts de la rentrée, elle s'est évaporée en 4 secondes, et elle s'est transformée en anxiété monstrueuse, et le stress, l'anxiété, ils étaient tellement forts, tellement hauts, tellement surpuissants, ils m'envahissaient tellement d'une force incommensurable, car rien que le fait d'énoncer le mot bac, ou le mot épreuve, ou le mot prépa, me donnait des crampes, des sueurs froides. C'était vraiment une épreuve physique. Littéralement, je donnais de ma personne, rien qu'en entendant ces mots. Bon, je vous rassure, je perdais pas non plus connaissance, mais ça me mettait dans un état mental et surtout physique pas des meilleurs jours. Je vais pas mentir que c'était pas les meilleurs moments de ma vie. Ça, c'était au début, lors des premiers mois de l'arrivée en seconde. Donc j'essaie de m'acclimater, ça se fonctionne pas toujours, il y a toujours cette anxiété qui revient, même s'il y a cette hâte, cette excitation qui vient un peu contrebalancer le tout dans mon esprit, mais ça suffit pas. Après, il faut quand même laisser du temps au temps, et c'est au fur et à mesure que les mois avançaient, que les années du lycée s'écoulaient, passaient, que j'ai pu reprendre mon confiance en moi petit à petit. Et surtout, j'ai pu relativiser sur certains sujets et prendre du recul sur certains moments que j'ai pu vivre au lycée. Et donc, l'enjeu de cet épisode aujourd'hui, c'est de réduire au plus cette période d'acclimatation et d'apprendre le plus sereinement possible ces 3 années de lycée. C'est pourquoi je vais vous donner les 5 conseils que j'aurais aimé avoir en tant que lycéen pour mieux vivre votre période de lycée. Premier conseil, prenez du recul sur les spécialités au lycée. Alors pour le rappeler, moi quand j'ai passé le bac, on avait le choix entre différentes options, différentes spécialités, mais ça se faisait à la fin de la seconde, donc on devait choisir entre la première S, la première L ou la première ES, et donc ça définissait nos spécialités par la suite. C'est vrai qu'avec la nouvelle formule du bac, les spécialités elles sont choisies dès la seconde, elles sont au nombre de 3 en première, puis seulement 2 sont gardées en terminale, et elles jouent un rôle relativement crucial pour la note du bac. On va pas se mentir que ces notes de spécialité ont un gros coefficient et pèsent pour beaucoup sur le calcul final de la note du bac. Cependant, même si pour certaines filières, des options, des spécialités sont indispensables, je pense notamment au cursus prépa et certaines écoles de commerce, mais il faut quand même le dire, pour les licences, de par leur non-sélectivité, et pour la plupart des BTS et des BUT, alors les BUT, c'est ce qu'on appelait auparavant les DUT, aucune spécialité n'est obligatoire et certaines sont peut-être conseillées pour la réussite future des étudiants. Donc moi je vous invite à garder la tête froide, à relâcher la pression et surtout à construire votre projet professionnel le plus tôt possible et à vous informer sur les différentes voies post-bac. Et surtout,
Gardez en tête que les spécialités doivent être choisies et doivent vous intéresser. Personnellement, je ne les vois que comme des passerelles pour développer de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances et en découvrir beaucoup plus sur certains sujets. Pour moi, ce sont seulement des passerelles, des éléments de découverte qui vous permettent d'améliorer ou d'en apprendre un peu plus sur vos compétences et vos appétences. Alors si vous voulez savoir quelles sont les spécialités indispensables, très recommandées ou du moins conseillées en fonction du cursus ou du domaine, alors je vous renvoie vers un article de l'étudiant qui sera en description, qui fait un état des lieux fort exhaustif sur les choix des spé, qui pourraient être utiles si vous vous posez des questions. Mais je le rappelle quand même, les spécialités n'engagent que vous, ce sont vos choix propres, elles doivent s'orienter en fonction de vos affinités, de vos appétences, ou sinon en fonction de vos curiosités. Donc je vous invite vraiment à prendre du recul là-dessus, et vous verrez que plus tard, on n'abordera plus forcément du choix de l'option, ou bien de l'option suivie lors des études supérieures. Deuxième conseil, profitez-en pour découvrir les orientations possibles. Je vais dire les termes, au lycée, c'est le moment où on a du temps pour penser au futur, à notre orientation, à notre avenir, à notre projet professionnel. Et je sais que de nombreux étudiants ne savent pas forcément ce qu'ils veulent faire après le lycée, vers quelle voie se diriger, et c'est totalement compréhensible. On n'a pas tous une idée déjà faite à 17-18 ans, une idée extrêmement claire, pour pas dire extrêmement floue, vers quel domaine on va se dédier, vers quel domaine on va se tourner. C'est pas forcément une question qui est facile à résoudre, et surtout facile à se poser dès le début. Mais pour ça, Tonton Rocha il est là, il va vous donner quelques chiffres d'après l'étudiant et son baromètre BVA depuis 2023, quelques chiffres qui peuvent être intéressants et vous permettre de relativiser sur votre cas actuel ou le cas d'un proche. Premièrement, 59% des lycéens ont le sentiment d'avoir été bien accompagnés dans leur choix d'orientation, soit une augmentation de 11 points par rapport à 2022. Donc ce n'est pas rien. Donc on voit qu'il y a une tendance générale, une tendance globale qui confirme que les gens sont bien orientés et qu'ils affirment, qu'ils confirment que leur orientation a été bonne pour eux et correspondait à leur profil. Deuxième chiffre, 83% des lycéens se disent inquiets lorsqu'ils pensent à leur choix d'orientation, mais ce chiffre est en baisse par rapport aux années précédentes. En 2021 et en 2022, il était à 86%. Donc, ce chiffre vous permet de vous dire que vous n'êtes pas forcément les seuls à vous poser des questions sur l'avenir, sur le post-bac, sur les formations professionnelles forcément, ou sur les autres cursus après le bac. Vous n'êtes pas les seuls, et donc vous êtes un certain nombre, donc il y a quand même ce problème majeur, ou cette interrogation majeure qui va donc forcément appeler à une solution globale. Donc les profs en ont conscience, les gens en ont conscience, l'éducation nationale en a conscience, donc des outils vont être mis en place, et surtout dites-vous que votre voisin, votre ami, se pose foncièrement ces questions, et sont inquiets ou ressentent une anxiété par rapport à ces questions post-bac. Troisième chiffre, 79% des lycéens interrogés se déclarent satisfaits des choix réalisés dans leur parcours d'études, contre 73% l'année précédente. Donc on voit bien que l'orientation, elle est quand même assez réussie dans une majorité des cas. Les élèves confirment que leur orientation correspondait bien à ce qu'ils demandaient, et surtout à ce qu'ils aimaient faire, à leurs compétences. Quatrième et dernier chiffre, 41% des lycéens privilégient la famille pour guider leur choix d'orientation. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas toujours la chance ou l'opportunité d'avoir une famille qui a fait des études, surtout après le bac. Il n'y en a pas forcément beaucoup qui peuvent se vanter d'avoir des parents ingénieurs, des parents qui ont fait des grandes écoles de commerce, des parents qui ont fait des grandes universités. Même si ça représente un petit pourcentage, essayez quand même de vous tourner vers d'autres personnes, des personnes qui sont plus liées avec le monde de l'éducation, ou des personnes qui ont déjà suivi ces cursus. C'est vrai que vos parents, ça peut être une bonne passerelle, ou une première étape pour la découverte de nouveaux cursus, mais c'est vrai que par rapport à ce qu'ils ont connu, ou ce qu'ils ont vécu, les études ont relativement changé, les cursus ont relativement changé, se sont améliorés, évolués avec leur temps surtout, et surtout que les mentalités ont changé par rapport à ce qu'on avait connu précédemment auparavant. Donc si vous êtes toujours inquiet par rapport à cela, il y a plusieurs étapes qui pourraient vous aider à un peu mieux appréhender ce choix du post-bac. La première, c'est l'auto-évaluation. Premièrement, essayez de comprendre comment vous fonctionnez en interne, quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts, quelles sont vos appétences, vos affinités, vos domaines préférés ou les domaines que vous voulez totalement rejeter. Donc pour ça, une auto-évaluation approfondie pour déterminer vos intérêts, vos valeurs et vos compétences est nécessaire et vraiment cruciale et critique, j'ai envie de dire. Donc utilisez des tests pour identifier votre profil de personnalité et vos centres d'intérêt globaux. Deuxième piste, essayez d'explorer différents métiers. Donc vous avez quand même la possibilité de découvrir, d'explorer diverses options de carrière à travers des recherches en ligne, des entretiens informatifs avec des professionnels,
ou même vous pouvez avoir accès à différentes chaînes YouTube. Je pense notamment à la chaîne de Ludovic B, qui vous fait découvrir de nombreux métiers, de nombreuses formations, et vous en apprend beaucoup plus sur l'après, sur l'avenir professionnel. Vous avez aussi la chaîne Twitch et la chaîne YouTube de Ma Vie Pro, présentée par Samuel Etienne, qui vous en fait découvrir plus sur le cursus professionnel de certaines personnalités, et vous donne des conseils pour au mieux vous préparer à l'arrivée dans le monde du travail. Vous pouvez aussi utiliser des outils comme le Tinder des métiers de Génération Zébrée pour en découvrir beaucoup plus sur les métiers correspondant à votre profil, et surtout consulter des fiches, des vidéos métiers, pour avoir beaucoup plus d'informations, des informations plus complètes et accessibles sur différentes professions. Donc, il faut quand même se dire qu'au lycée, beaucoup de métiers nous sont inconnus, et forcément n'existent pas, donc il faut quand même prendre le temps de s'informer, ou surtout d'en connaître beaucoup plus sur le domaine sur lequel, ou dans lequel on veut s'investir. Troisième piste, vous avez quand même beaucoup d'outils d'orientation pour tout ce qui est cursus. Donc vous avez la possibilité d'accéder à GPO3 Lycée, un logiciel d'orientation qui propose des questionnaires sur les intérêts professionnels et des informations sur les études supérieures, sur le post-bac. Vous avez aussi la possibilité d'explorer la plateforme EasyBox pour des ressources fiables sur l'orientation, l'insertion professionnelle et surtout sur la vie quotidienne de manière générale. Quatrième piste, vous pouvez quand même rechercher des formations. Vous pouvez essayer de découvrir les différents types de formations post-bac qui correspondent à vos métiers. Donc, vous repérez le domaine qui vous plaît, sur lequel vous avez beaucoup d'affinités, dans lequel vous voulez vous investir, vous dédier. De là, vous partez de ce résultat, de cette finalité, et vous remontez jusqu'à trouver les formations post-bac, les cours, ou les licences, ou les diplômes qu'il faut obtenir pour faire ce métier, pour s'orienter vers ce métier. Vous pouvez aussi utiliser les livrets personnels d'orientation fournis par votre lycée pour vous informer sur les filières et les choix d'orientation. C'est vraiment important de savoir quels sont les tenants, les aboutissants sur chacune des filières afin de faire le choix le plus éclairé possible, le plus abouti, le plus équilibré possible. Dernière piste qu'il faut favoriser et non pas négliger, essayez d'échanger ou d'obtenir des conseils de la part d'anciens élèves ou bien de jeunes actifs. Alors pour ça, vous avez différents moyens. Premièrement, essayez de participer à des salons de l'emploi ou des forums de carrière. Donc ça vous permettra d'en apprendre un peu plus sur les métiers qui existent actuellement, sur les formations qui existent actuellement, qui sont dispensées dans certains lycées, dans certaines écoles, dans certaines institutions. Et vous avez même la possibilité de discuter avec des jeunes actifs qui vont vous apprendre beaucoup plus sur leur métier, sur comment ils sont orientés, quels ont été les stages, quels ont été les tenants, les aboutissants, quelles ont été les épreuves qu'ils ont dû passer et comment ils les ont passées. Donc tout ce retour d'expérience, essayez d'en prendre conscience et de vous en servir à votre avantage. Essayez d'en prendre conscience et vous en servir à votre avantage, c'est vraiment important. Et vous pouvez aussi utiliser des plateformes comme Inspire Orientation pour échanger avec des étudiants sur leur parcours. Alors j'espère qu'en suivant ces étapes et en utilisant ces outils, vous pourrez explorer efficacement les différentes orientations possibles et surtout affiner votre projet professionnel. Cependant, il y a quand même un point sur lequel il faut contrebalancer par rapport à l'exploration des formations post-bac et des métiers. Selon une étude publiée par Dell et l'Institut pour le futur, 85% des emplois de 2030 n'existent pas encore. Il faut aussi cependant nuancer ce chiffre car une grande partie des nouveaux emplois seront exercés dans des domaines existants. Par exemple, beaucoup de nouveaux métiers seront en réalité des évolutions des professions existantes. Et on fait face aussi à l'apparition de domaines émergents qui créent effectivement des nouveaux métiers, notamment en intelligence artificielle, en analyse de données, ou tous les milieux relatifs au numérique et à la data. Alors il est donc plus précis de dire, ou plus précis de notifier que ce ne sera pas totalement des métiers sortis de nulle part, des métiers nouveaux, des métiers récents, modernes, ce sera plus des évolutions de métiers, ou des spécialisations de métiers existants. Donc le plus important c'est de savoir se concentrer sur le domaine, plus que sur le type de métier ou sur la fonction précise. Troisième conseil, comprenez que les notes ne vous définissent pas. En effet, il faut bien le comprendre, il faut bien l'intégrer, que les notes ne sont que des notes et ne resteront que des notes. Dans mon cas personnel, j'accordais tellement d'importance aux notes, tellement d'importance aux chiffres, aux compétences qui étaient validées, que vraiment je souffrais d'anxiété. Et cette anxiété était tellement forte que ça pouvait nécessiter une évaluation psychiatrique. C'était vraiment du n'importe quoi à mon niveau personnel. Mais je vais quand même vous aider à relativiser un peu sur tout ça et surtout sur la prise de recul par rapport aux notes. Alors d'après une enquête Ipsos de janvier 2024 qui publie une étude sur la santé mentale des jeunes entre 11 et 15 ans, près de 6 adolescents sur 10 déclarent être angoissés par l'évaluation ou lors de la remise des notes. Plus d'un élève sur 4 a le sentiment de ne pas avoir le niveau pour suivre les cours. Et 28% en 2022. Et près d'un élève sur 3 déclare que les professeurs emploient souvent des mots qu'ils ne comprennent pas. Contre 32% par rapport à 2022.
Et dans le même temps, on observe que les craintes, les angoisses générées par l'école diminuent légèrement par rapport à 2022, mais le sujet des notes, ça reste quand même le sujet le plus anxiogène, le sujet le plus tabou pour les adolescents. 59% déclarent que les notes les angoissent, les notes les stressent. Et logiquement, on constate aussi que les jeunes souffrant des troubles d'anxiété ou de la dépression, même légers, se disent majoritairement angoissés par les notes. 74% de ceux ayant des troubles légers de l'anxiété et 73% de ceux ayant des troubles légers de la dépression ont quand même affirmé cela. Alors je vais vous dire un conseil, la note elle meurt au moment exact où elle est inscrite sur la copie et sur le relevé de la note. Alors je vais vous donner un conseil, ou une vérité générale, la note meurt au moment exact où elle est inscrite sur la copie, au moment exact où elle est inscrite sur le relevé de notes. C'est extrêmement simple de comprendre qu'elles ne définissent pas entièrement une personne. Alors j'espère vous convaincre avec les points suivants. Premièrement, la note ne fait qu'un état des lieux des connaissances, des compétences académiques dans un instant de stress et de concentration qu'est une évaluation. Autant dire qu'elle ne fait le constat d'un état qu'à un instant T bien défini. De nombreuses compétences qui sont quand même valorisées dans le monde professionnel, comme l'esprit d'initiative, la capacité d'adaptation, la proactivité, la flexibilité, ne sont pas nécessairement reflétées par les notes. On ne note pas forcément ces compétences-là. Il est même quasiment impossible de dresser le profil d'une personne à partir de cette note. Deuxième point, l'importance de la progression. La progression d'un élève, c'est ce qui est le plus significatif. C'est le point sur lequel on accorde le plus d'importance. La progression d'un élève, elle est souvent plus significative que ses notes à un moment donné, parce qu'il y a une diversité de parcours, parce qu'il y a une prise de conscience de l'élève, parce qu'il y a différents moyens, différents leviers sur lesquels on peut agir pour que l'élève puisse s'améliorer et acquérir en compétences. Et je vais pas parler des nombreux exemples sur les success stories, sur les réussites professionnelles qui existent chez certaines personnes n'ayant pas eu d'excellents résultats scolaires. On a tous des images, des personnes en tête quand on pense à pas de diplôme, réussite, pas de diplôme, riche, pas de diplôme, millionnaire, peu de diplôme, très reconnu, peu de diplôme, peu de connaissances, extrêmement riche, extrêmement doué, talentueux. Donc il n'y a pas forcément de profil nécessaire. Vos notes ne vous définissent pas. Ces notes ne définissent ou n'ont un intérêt que pour mesurer, ne sont que des métriques pour mesurer votre niveau à un instant T, à l'instant de l'évaluation. Troisième point, l'importance du bien-être et de l'épanouissement. Alors c'est vrai que se focaliser uniquement sur les notes peut nuire au bien-être des élèves, à votre bien-être tout simplement. Il est important de valoriser d'autres aspects et surtout de valoriser d'autres côtés pour votre développement personnel. L'épanouissement et le bonheur d'une personne, elle ne dépendent pas uniquement de ses performances académiques, de ses connaissances, de ses notes, de son relevé de notes, de son bulletin. Ce ne sont pas à ces choses-là que la vie s'arrête. Il y a quand même d'autres sphères qu'il faut cultiver, qu'il faut apprendre à développer. Au fur et à mesure des années, vous allez, je pense, comprendre avec le temps. Mais surtout, la vie sociale, l'aspect parasocial des cours. Et c'est pour ça qu'on a créé After School, c'est pour vous aider à relativiser, à vous faire un peu sortir de tout ça, et surtout à vous rendre compte qu'il y a beaucoup d'autres passerelles, il y a beaucoup d'autres mondes à découvrir, d'autres atmosphères sur lesquelles il faut s'intéresser, sur lesquelles il faut se poser des questions. Quatrième et avant-dernier conseil, arrêtez de vous comparer aux autres. Alors c'est vrai que se comparer aux autres pendant les années lycée, c'est un passage obligatoire, car on se cherche un peu, on essaye de se construire une image, de se construire une personnalité, ou alors pour les plus fous d'entre nous, de s'inventer une vie, de se construire une vie de toutes pièces. Et ça peut passer par différents médiums, différents moyens, que ce soit les vêtements, les téléphones, la manière de parler. Et c'est ce qu'on appelle un petit peu répondre à ce besoin d'appartenance dans la pyramide de Maslow. Donc c'est un besoin qui, si on le remplit, nous permettrait d'atteindre le bonheur. Et ce besoin d'appartenance, c'est un besoin que vivent les humains, que ressentent les humains, d'appartenir à un groupe, d'être reconnu par un groupe. Mais il faut quand même pas négliger que même si ce besoin, s'il est rempli, il peut nous permettre d'atteindre le bonheur, mais il ne faut pas quand même négliger qu'il y a aussi des aspects négatifs sur le bien-être mental et sur le bien-être physique des élèves. Donc, dans la vie, rien n'est noir, rien n'est blanc, tout est une nuance de gris. Pour vous convaincre, Ashley Thomas et son équipe de psychologues à l'Université de Californie a étudié le phénomène de comparaison chez les jeunes et a pu observer de nombreux résultats plus qu'intéressants. Le premier, c'est que les enfants ont une tendance innée à se comparer aux autres dès leur plus jeune âge. Donc c'est une compétence innée, la comparaison entre humains, entre les élèves, entre les amis, est quelque chose d'inné, est quelque chose qui est donné dès la naissance.
Deuxième résultat intéressant, la comparaison sociale joue un rôle important dans le développement et le comportement des individus. Troisième résultat, les gens ressentent plus de satisfaction lorsqu'ils se perçoivent comme ayant un statut supérieur à leur groupe de référence. Donc on a toujours cet esprit de chef, cet esprit de chef de clan, d'être reconnu pour ce qu'on est et d'avoir un statut spécifique dans le groupe. On est tous un petit peu à la recherche d'une reconnaissance ou d'un statut spécifique ou d'une admiration de la part de ses autres, de la part de ses collègues, de la part de ses amis, de la part des autres membres du groupe. Et dernier résultat, la recherche de statut social est souvent liée à un désir de compétition plus qu'à une simple volonté d'amélioration personnelle. Alors c'est vrai que quand on veut essayer de se montrer, d'avoir le statut spécifique, d'être un petit peu le chef, ou celui qui est marrant, ou celui qui est intelligent, ou celui qui est comme ci, ou celui qui a ce talent-là, ou celui qui s'habille mieux, ou celle qui est la plus trendy, c'est pas forcément quelque chose qui est dans une volonté d'amélioration personnelle. C'est plus une volonté de compétition, de se dire « moi je suis meilleur que vous », ou « moi je vaux plus que vous », ou voilà, ce sentiment de compétition est pas forcément très sain au sein d'un groupe, et même très sain pour vous, de manière générale. Et d'après Mathieu Cassotti, docteur en psychologie et professeur des universités à l'université de Paris-Cité, et Michael Stora, psychologue clinicien, psychanalyste et expert des mondes numériques, la comparaison peut être un moteur de progression et d'apprentissage sur soi. De plus, la confrontation est une source de richesse, car on peut toujours apprendre plus des différents, des gens qui sont différents de nous. Elle peut être bénéfique pour la construction de l'enfant. Cependant, lorsque l'environnement renforce cette idée de comparaison, et ça vient surtout des parents, ça vient surtout des trends TikTok, ça peut venir des réseaux sociaux, ça peut venir d'internet, ça peut venir des images qu'on voit qui nous sont confrontées à nous. Cette idée de comparaison, dès lorsqu'on la rend dans un aspect plus compétitif, ça n'invite plus au respect, ça n'invite plus à la compréhension de l'autre, ça invite plus à une compétition et à un sentiment plus nocif, moins sain de cette collaboration. Et ça peut avoir de nombreux effets négatifs et de nombreux effets néfastes auxquels il faut prendre garde. Par exemple, on peut avoir des impacts sur la confiance en soi, comme la diminution de l'estime de soi et de la confiance en soi. Donc le fait de se mesurer constamment en performance des autres peut entraîner un sentiment d'infériorité, surtout si on a l'impression de ne pas être à la hauteur. Ensuite, on peut avoir cette pression inutile et cette dépendance excessive à la reconnaissance, car la comparaison peut créer une pression, performer à un niveau qui n'est pas réaliste ou qui ne correspond pas à ses propres capacités. Deuxièmement, on peut avoir une distorsion de la réalité, parce que notre perception elle est biaisée, les élèves ont tendance à ne voir que les succès, les forces, les qualités des autres, et occultent totalement les leurs, et mettent de côté leur objectif, leur ambition. Il ne faut pas oublier que de la même manière, les autres aussi essayent de renvoyer une image. Donc chacun va essayer, chaque étudiant va essayer de renvoyer une image pour montrer ce qu'il peut faire, ce qu'il est, ou ce qu'il renvoie, ou ce qu'il espère être, ce qu'on appelle l'éthos. Donc le fait de renvoyer une image, travailler son image pour renvoyer une idée à son interlocuteur. Et même, on peut aller plus loin que ça, c'est ce qu'on appelle l'effet de halo, qui peut donner une image déformée de la personne par rapport à ce qu'elle est réellement. Cette distorsion de la réalité entraîne aussi un échec de l'individualité. Chaque élève, il a quand même un parcours unique, il a ses propres forces, ses propres faiblesses, et le fait de se comparer peut lui faire oublier cette individualité. Il faut quand même savoir se reconcentrer sur soi-même, et les avantages de se reconcentrer sur soi-même, c'est premièrement, personnellement, du point de vue du développement personnel, on peut se focuser, se concentrer sur ses propres objectifs. Surtout, c'est en se concentrant sur ses aspirations, ses ambitions, ses objectifs, ses targets, ses cibles, qu'on peut mieux définir ce qui est important pour soi. Deuxième avantage à se concentrer sur soi-même, le bien-être émotionnel. C'est vrai que se comparer aux autres, ou arrêter de se comparer aux autres, ça va permettre de réduire le stress, d'éviter les comparaisons, on va pouvoir réduire l'anxiété liée à toute la performance, cette idée de performance qu'il faut atteindre, et surtout favoriser une attitude qui est plus positive, plus posée, envers l'apprentissage, et surtout envers les autres. Il faut surtout repenser son rapport aux autres, et surtout les relations qu'on a avec les autres. Et le fait aussi de bien mettre en avant ce bien-être émotionnel, ça va permettre de renforcer ces relations, en soutenant les autres plutôt qu'en se comparant avec, on va créer des environnements plus collaboratifs, plus amicaux, et on va surtout renforcer, plus périn dans le temps aussi. Donc, quelques petits conseils, 2 conseils, pour vous apprendre à un petit peu mieux gérer cela, à un petit peu se détacher de cette idée de comparaison. Le premier, fixez-vous des objectifs personnels. C'est vrai qu'il faut quand même établir des objectifs clairs sur soi, sur son expérience, sur ce qu'on veut développer, sur ce qu'on veut atteindre, et réalisables surtout, basés sur nos intérêts, sur nos ambitions, nos aspirations, plutôt que sur celles des autres. Deuxième conseil, entourez-vous des bonnes personnes, et surtout de personnes positives.
Entourez-vous d'amis, de mentors qui vous encouragent, qui vous soutiennent, qui vous comprennent surtout, et qui peuvent vous aider à prendre du recul sur votre cheminement, sur votre parcours personnel. C'est vraiment les 2 conseils les plus importants que je pourrais vous donner. 5e et dernier conseil, apprenez à laisser couler. Alors, un jour, j'ai quand même eu la chance d'avoir une fille extraordinaire qui m'a dit « Concentre-toi uniquement sur les événements que tu peux contrôler ». Et c'est quand même qu'en ayant passé la vingtaine que j'ai enfin compris ces mots. C'est vrai que durant mon lycée, je m'efforçais à anticiper un peu sur tout, sur n'importe quoi, que ce soit les types de correction des profs, le sérieux de mes camarades, et surtout le nombre d'exos. J'essayais même de prédire le nombre d'exos que mon prof allait nous donner, tout ça en 3 semaines. Et cette perte d'énergie, elle était tellement grande, tellement imposante que je pouvais criser et perdre mon sang-froid, et vraiment littéralement péter un câble, car une prof n'avait communiqué les devoirs du lundi que la veille au soir et uniquement sur le site du lycée sans même nous prévenir. Et là, on commence un petit peu à voir l'absurdité de la situation, l'absurdité de la chose, surtout mon absurdité propre, car l'énergie mentale qui est perdue, elle est double. On la perd dans un premier temps, car on se laisse emporter par le torrent d'émotions qui nous submerge, on se laisse envahir par la colère, la frustration, l'anxiété, le stress, la peur. Et on en veut surtout à la terre entière que le sort s'abatte sur nous. Et dans un deuxième temps, il va quand même bien falloir faire ces tâches. Ils vont pas se faire tout seuls les devoirs, ils vont pas se faire tout seuls cet exposé. Même si on pète un câble, ça va pas nous aider grand chose, ça va pas apporter du mieux, ça va pas rendre la situation plus constructive. Et donc on va perdre davantage de temps et de concentration. J'entends déjà les gens me dire « Oui, mais on est jeunes, les problèmes sont pas trop graves, ils comprendront un peu plus tard, ils auront tout le temps de comprendre ce que c'est les vrais problèmes d'adultes. » Et c'est là que le bas blesse. Car c'est en n'apprenant pas assez tôt ces automatismes de réaction, cette gestion des problèmes, cette gestion des conflits, qu'on aura plus de mal à le faire, car ces 10 problèmes seront beaucoup plus sérieux, beaucoup plus importants, et auront des enjeux beaucoup plus, on va dire, périlleux, entre guillemets. Et selon moi, il faut quand même déjà un petit peu se mettre à cette place-là et commencer à développer cette gestion du stress, cette gestion des problèmes, cette gestion de la réaction, qui vont vous servir beaucoup plus tard dans votre vie, et surtout qui seront des éléments très précieux, au niveau relationnel, mais aussi au niveau social et professionnel. Alors je vais le dire en une seule phrase, il faut accepter qu'on ne pourra pas changer tout et tout le monde, qu'on ne pourra pas contrôler tout et tout le monde. Il y a certains mécanismes qui seront immuables, imprévisibles, car sinon les mots immuables et imprévisibles n'existeraient pas, on n'aurait pas cette dimension-là de la vie, et donc il faut quand même prendre ça en compte que le contrôle, c'est quelque chose qui est très personnel, qui a très faible portée, qui n'a une portée que sur les éléments sur lesquels on est directement impliqué, avec lesquels on est en contact direct. Et donc là, on va passer à un petit point philosophie, un instant philosophie. Je vais vous parler un petit peu, si vous voulez bien, du stoïcisme. Alors c'est une école philosophique qui prône l'acceptation sereine du destin et la maîtrise de soi, en s'efforçant de vivre en accord avec la nature et en se détachant des émotions perturbatrices, nous dit Wikipédia. C'est une vision qui porte haut et fort le message que notre perception du monde, elle doit être guidée par cette rationalité afin d'atteindre le bonheur. Alors pour vous expliquer un peu mieux ce que c'est que le stoïcisme, je vais vous donner un petit peu la roue de contrôle stoïcienne, qui est un concept central du stoïcisme qui aide à gérer les émotions et atteindre la tranquillité d'esprit face à n'importe quelle situation. Je vais vous donner les 5 principes clés de cette roue de contrôle stoïcienne. Premièrement, distinguer ce qui dépend de nous, ce qui n'en dépend pas. Cette distinction est fondamentale dans la philosophie stoïcienne, car on peut agir directement sur les événements qui nous concernent, les événements qui ne concernent pas, les événements sur lesquels on a un moyen de contrôle et d'autres sur lesquels on doit plus lâcher prise. Deuxième principe, se concentrer uniquement sur ce qu'on peut contrôler. Cela inclut nos pensées, nos jugements, nos réactions, nos efforts et nos choix personnels. Il faut quand même faire ces dichotomies entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui est hors de notre contrôle. Troisième principe, accepter sereinement ce qui ne dépend pas de nous. Cela comprend les événements extérieurs, les actions des autres, les circonstances hors de notre contrôle. Essayez d'imaginer une feuille de lotus sur laquelle il y a des gouttes qui arrivent, les gouttes représenteraient vos problèmes, et vous êtes la feuille de lotus, tout glisse sur vous, tout doit glisser sur vous, vous devez paraître le plus impassible ou accepter le plus sereinement possible, comme le dit le principe, ces choses-là, ces choses qui arrivent, ces obstacles, ces événements, ces réactions. On va pas pouvoir contrôler la réaction des gens, les intentions des gens, la manière dont ils vont interpréter les choses.
c'est quelque chose qui est hors de notre contrôle, hors de nos mains. Quatrième principe, agir avec intention sur les éléments sous notre contrôle. Cela implique forcément de faire des efforts conscients pour améliorer ce que nous pouvons influencer directement. Tout ça pour dire que si vous avez du contrôle, essayez de bien peser le pour et le contre, de réfléchir à votre décision, de réfléchir avant d'agir. Essayez d'être précautionneux, d'être minutieux, d'être éclairé sur les réactions que vous allez avoir. Cinquième et dernier principe, développer la résilience face aux obstacles. Alors c'est vrai qu'en comprenant que le coefficient d'adversité des choses, elle dépend seulement de notre perception, de notre vision du monde, on peut mieux faire face aux difficultés et à ce qui nous entoure. Alors j'espère que ces principes vous aideront un peu mieux à accepter, mieux contrôler, mieux vivre ce qui pourrait vous arriver, les obstacles qui pourraient être sur votre chemin, et surtout d'éviter d'être submergé par les émotions qui peuvent engendrer des fois une perte d'énergie mentale, physique, incommensurable. Pour cet épisode, j'ai décidé de ne pas inclure des questions des auditeurs, car je voulais plus me concentrer sur un aspect personnel et que vous en découvriez un peu plus sur comment j'ai vécu le lycée et quels étaient les conseils que le moi du futur aurait pu donner au petit Rocha du passé. Et j'espère que le petit Rocha du passé, bon en tout cas, je l'espère vraiment, qu'il aura utilisé ses conseils, qu'il m'aura écouté et qu'il n'aura pas fait sa tête de grognon, sa tête de con, tout simplement. Et vraiment qu'il aura appris à mieux vivre son lycée, plus vite, plus rapidement, et mieux s'adapter à ce qu'on lui demande beaucoup plus tard. Mais je suis quand même content que ces conseils que j'ai pu acquérir avec l'expérience m'aident un peu à vivre plus sereinement, à comprendre la vie sous un nouveau jour, de la considérer sous un nouvel angle, et d'en apprendre tous les jours sur les interactions sociales et sur l'acceptation de soi, l'acceptation sociale et l'acceptation de nos propres ambitions, de notre propre volonté. En conclusion, qu'est-ce qu'on aura appris lors de cet épisode ? On aura appris à prendre du recul sur quels sont les choix, des spécialités à prendre ou à ne pas prendre lors du lycée, et à comprendre qu'il faut essayer de porter un nouvel œil là-dessus, sur ce choix-là. On aura appris que le lycée est le moment le plus opportun pour réfléchir aux orientations possibles. Puis on aura compris que les notes ne sont que des notes et qu'elles n'incarnent en rien une raison de vivre, ou ne définissent pas notre état de vie. Ensuite, on a enfin compris qu'il fallait arrêter de se comparer aux autres, que c'était vraiment, ou que ça pouvait être vraiment très néfaste, du point de vue personnel et mental. Et enfin, on aura enfin appris à s'en battre, tac 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 tac, vous compléterez mes mots, de la vie, et à plus se focaliser sur soi et à accepter que des changements immuables sont hors de notre contrôle. Alors j'espère vraiment que cet épisode vous aura plu, je me suis vraiment un petit peu livré. Si vous avez aimé le fait que je me livre un peu plus, d'en avoir un peu plus appris sur moi et d'avoir eu des conseils plus typés étudiants, n'hésitez pas à me le faire savoir, à commenter, à liker, à partager. Nous, on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode. C'était Rocha pour After School. A plus!